Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être associé au projet des lois. Je voudrais ajouter par rapport à ce que j'ai entendu, en tout cas sur le choix de la localisation, c'est effectivement un endroit extrêmement intéressant parce que si tout se passe bien, dans quelques années, on va construire le télescope Einstein dans la région qui va aussi générer des quantités assez monstrueuses de matière à traiter. Je pense que en étant placé le long de la voie de chemin de fer qui va passer juste à côté du télescope Einstein dans la région des Fourrons et d'Aubel, et à côté de la voie d'eau, ce sera une situation exceptionnelle pour éventuellement commencer à traiter ces matériaux. Alors aujourd'hui, je voulais continuer dans l'esprit positif qui est celui qui a été initié à la fois par Éloi et par Steven Beckers. Je vous rappelle qu'on se situe, on l'a déjà plus ou moins dit, dans une perspective qui est une perspective des 3 R. Alors on parle de 6 R et de beaucoup plus d'R aujourd'hui, mais je me contente souvent des 3 premiers. On l'a dit, ce que nous avons à faire en tant qu'ingénieur, qu'architecte, que développeur, c'est d'abord de réduire. Il faut absolument réduire notre consommation à tous les niveaux. C'est ce qu'on essaye de faire en optimisant des bâtiments, en optimisant les sections des poutres en acier ou en béton armé, etc. Ensuite, envisager le réemploi et je vous parlerai un petit peu plus aujourd'hui de tout ce qui est recyclage, mais n'oublions pas que le recyclage est un échec puisque si nous avions une économie circulaire parfaite, peut-être que nous n'aurions pas de déchets. Je n'en suis pas certain. En tout cas, aujourd'hui, je pense que les technologies ne permettent pas de l'affirmer, mais dans 50 ans, peut-être qu'effectivement, ce sera possible. Alors, l'Union européenne avait défini un objectif qui était dans le domaine du bâtiment, du recyclage des déchets de construction et de démolition, d'être capable en 2020 de recycler au moins 70% de ces déchets de construction et de démolition. Alors, comme on a passé 2020, il y a quelques statistiques qui sont disponibles et cocorico, l'Union européenne est capable, dans tous ses États, de recycler 87% des déchets de construction et de démolition, 7% en remblai, 80% en recyclage et le reste va en valorisation énergétique ou en centre d'enfouissement technique. Si on regarde un petit peu plus spécifiquement, 25 des 27 pays de l'Union européenne, puisque vous savez que la Grande-Bretagne en est sortie, rencontrent cet objectif de recyclage de 70%. Si on va voir un petit peu plus loin, on voit que dans 7 pays, cet objectif est atteint, mais uniquement parce que les matériaux sont principalement utilisés comme matériaux de remplissage. Alors, une sous-fondation, une fondation routière n'est pas un remplissage, c'est quand même une structure qui doit reprendre des charges, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est du downcycling. Alors, c'est vrai que c'est du downcycling parce qu'on n'utilise plus le béton en tant que béton, mais il faut quand même penser au fait que si on n'utilisait pas des granulats recyclés, il faudrait utiliser des granulats naturels et donc on peut se poser la question de savoir ce qui vaut mieux faire. Enfin, mis à part cette... Alors là, on remonte dans l'échelle de valeur, effectivement, en se disant il faut réduire. Il faut réduire, effectivement, le nombre de routes que l'on va construire, et c'est vrai qu'on n'en construit plus beaucoup, finalement. Bien, et donc, l'upcycling, finalement, c'est un objectif que nous avons, c'est de trouver des valorisations plus intéressantes pour les déchets de construction. Si on regarde ce qui se passe au niveau des granulats, simplement pour fixer les idées, mais aujourd'hui, dans l'Union européenne, on recycle à peu près 278 millions de tonnes de déchets de construction sous forme de granulats dans les bétons, dans les sous-fondations de route, dans les fondations de route, etc. Au même moment, on en utilise 3 milliards chaque année, ou à peu près. Donc, on produit 278 millions, on utilise 3 milliards de granulats. Il y a donc un gap extrêmement important entre ce qui est disponible et les besoins que nous avons en termes de construction. Ce slide est simplement pour dire, de nouveau, nous devons travailler à la fois à réduire la quantité de granulats que nous utilisons et à augmenter les taux de recyclage, c'est-à-dire à travailler à l'upcycling. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que le bâti est vieillissant et donc que quoi qu'on fasse, on va se retrouver avec une quantité de matière à traiter. On verra dans un instant ces quantités. Si on va un petit peu plus loin dans l'analyse des statistiques, bon, excusez-moi de vous inonder avec ça, mais c'est parfois intéressant d'avoir quelques bonnes idées en tête. On regarde que au niveau de
de l'Union européenne, en fait, c'est dans quelques pays de l'Europe du Nord-Ouest qu'on produit la majorité des granulats, que ce soit des granulats naturels ou des granulats recyclés. Donc 47% de la production de granulats naturels vient des pays qui sont mentionnés en Europe de l'Ouest. 89% des granulats recyclés sont produits seulement dans ces 4 ou 5 pays. Hein. Bon, il y a la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, et dans ce cas-là, l'Union européenne. Et si on va voir dans chacun des pays, on se rend compte que on n'est pas si mal classé, puisque en Belgique, 29% des granulats qui sont utilisés proviennent du recyclage des déchets de construction et de démolition. Bon, c'est un peu grâce à nos collègues ou compatriotes flamands que le taux de recyclage est aussi élevé, parce que ça évoque un deuxième souci que l'on a évidemment en termes de recyclage, c'est le coût de transport. Le coût de transport va grever très rapidement la possibilité de valoriser des déchets recyclés. On estime que dans un pays comme la Belgique, qui est densément peuplé, mais qui est aussi riche en ressources, en particulier en Wallonie, dépasser une trentaine de kilomètres, transporter des granulats recyclés, très vite, on perd en rentabilité. On peut augmenter le nombre de kilomètres en Flandre, on va augmenter encore le nombre de kilomètres aux Pays-Bas ou au Danemark où on a très peu de ressources. Mais ce facteur-là est évidemment à prendre en compte et donc valoriser la voie d'eau, par exemple, où on va réduire les coûts de transport, peut être extrêmement intéressant pour améliorer ou augmenter ces taux de valorisation. OK, donc voilà encore des statistiques. Je vous disais pour terminer ici, l'évolution et l'âge du bâti. On estime qu'en Belgique, 70% du bâti est plus vieux que 1970. 1970 plus 50 ans, si on estime une durée de vie des ouvrages, des infrastructures, des bâtiments d'une cinquantaine d'années, eh bien, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'on a à sa disposition une quantité de matière à valoriser. En tout cas, dans les prochaines années, on va être confronté à des déconstructions, sans doute plus de démolition que de déconstruction, parce que c'est du bâti ancien qui n'a pas été conçu pour être déconstruit ou désassemblé. Et donc, on va quelque part dans le bon sens, puisqu'on va pouvoir augmenter la quantité de matière recyclée utilisée, diminuer la quantité de matériaux naturels. Mais ce qu'il ne faut pas faire évidemment comme bêtise, c'est pour tous les projets qui viennent de continuer à construire comme on construisait. Et donc ce que nous disait Steven est évidemment essentiel si pour l'avenir, si on veut préparer l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. On m'a demandé de dire un mot sur les filières. Alors, il y a les filières de recyclage des différents types de matériaux. En fait, elles existent. Elles existent sous des formes plus ou moins avancées ou plus ou moins élaborées. Dans la théorie, on peut assez facilement recycler du bois, recycler du verre, recycler des matières plastiques. Rien fait. Recycler des métaux. Il existe toute une série de techniques, d'un point de vue technologique. Ce n'est pas compliqué de refondre un métal et puis de le remettre à forme. Ce n'est pas compliqué de fondre une matière plastique. Certains types de matières plastiques, pas tous les types de matières plastiques, mais et de le remettre à forme, c'est ce que font des sociétés qui produisent des châssis de fenêtres. Il ne faut pas oublier néanmoins que chaque fois que l'on va recycler, alors c'est un peu moins vrai pour les métaux, mais c'est plus vrai pour des matières plastiques ou éventuellement du verre, on va perdre en termes de qualité sur le matériau. Et donc, il faut tenir compte du fait que très souvent, on ne peut pas réutiliser à 100% la matière pour pouvoir fabriquer un nouveau matériau. On va devoir substituer seulement une partie, un certain pourcentage de la matière première par ces matières recyclées pour fabriquer de nouvelles bouteilles ou de nouveaux châssis en PVC. Donc, ces filières existent, sont en place. Elles existent aussi au niveau des isolants. Il y a plein d'exemples aujourd'hui de sociétés qui ne sont pas installées très loin, notamment de l'endroit où vous allez vous installer, qui recyclent les isolants, laine de verre, laine de roche, des matériaux aussi qui proviennent, il y a quelque chose qui se passe, au niveau des produits pétroliers, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est tous les isolants à base de polystyrène ou à base de polyuréthane. Alors, le polystyrène, on peut le recycler. Alors, on trouve des applications, par exemple, comme Pyrobo, qui consiste à intégrer des billes de polystyrène dans des mortiers pour des chapes isolantes.
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution pour le recyclage et la valorisation de ce polystyrène, parce qu'il faut se poser la question de savoir ce que l'on fera dans 50 ans, quand il faudra récupérer ce matériau qui est un mélange de deux matériaux, un mortier à base de ciment et du polystyrène, qui collent l'un à l'autre et qui seront impossibles à séparer. Et donc là, on est en train de fabriquer un déchet. Mais bon, voilà, c'est une réflexion par rapport à ça. Au niveau des mousses de polyuréthane, etc., ben, ça pose encore pas mal de problèmes parce que c'est pas aussi facilement recyclable. On peut aussi recycler les plâtres. On a un bel exemple d'utilisation qui est le développement d'une unité pilote près de Tournai. Ben voilà un argument supplémentaire pour se situer le long de la voie d'eau, même si le chemin jusque Tournai est peut-être un peu long, mais c'est certainement plus intéressant qu'en camion. Ça veut dire aussi qu'il y a une nécessité quelque part d'avoir une implantation géographique qui est suffisamment large. Alors c'est très bien d'avoir une installation du côté de Hakou, mais il faut des relais à d'autres endroits pour mailler le territoire et limiter autant que possible tous ces coûts de transport. Alors ici, j'avais repris d'une présentation qu'a faite ma collègue Sophie Tracht de la faculté d'architecture, qui reprenait sur base de documents de Buildwise toute une série de sociétés qui sont disponibles pour mettre en place un processus de recyclage de ces déchets. Ça avance tout seul, là, ça bouge tout le temps. Voilà, alors les systèmes mis en place sont différents. Parfois vous payez pas. Parfois c'est la société qui vient collecter les matériaux, etc. Donc là, il faut trouver absolument l'optimum de façon à réduire les coûts et avoir une filière qui est évidemment économiquement rentable. Personne ne recycle, peu de personnes recyclent uniquement pour les bienfaits à la nature. C'est aussi une activité économique et donc de ce point de vue-là, il faut en tenir compte. Voilà, alors je me suis intéressé pour terminer à quelques documents qui illustraient à la fois des enquêtes ou des recommandations par rapport aux freins et aux barrières qui avaient été identifiées. Alors ici, il s'agit d'une étude qui a été réalisée en 2017 et qui a interrogé à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, des clients sur les défis les plus importants, les freins qu'ils voyaient au recyclage. Donc, je les ai listés ici en français. Donc, un des soucis, ou en tout cas, un des objectifs que l'on doit rencontrer, c'est une compétitivité au niveau des prix entre les matériaux recyclés et les matériaux naturels. Comme je vous le disais, c'est plus difficile si on vend des granulats recyclés en région wallonne d'avoir un bon prix que de les vendre aux Pays-Bas. Développer la confiance, c'est aussi un facteur. L'acceptabilité des matériaux recyclés, c'est quelque chose que parfois on sous-estime en tant que technicien. Si vous avez pour le même prix une voiture neuve ou une voiture de seconde main, je pense que vous choisirez toujours la voiture neuve a priori. Donc il faut aussi vaincre ces réticences par rapport à tout ce qui est seconde main. Les risques liés à la présence de polluants, le manque de statistiques, des retards sur investissement. J'espère que ce ne sera pas le cas pour la société Eloi. La complexité des bâtiments, des infrastructures à l'heure actuelle. Je l'évoquais avec le pyrofoam là, dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de matériaux. Steven l'évoquait pour les briques avec les mortiers de ciment. Ça ne facilite pas le désassemblage et donc le recyclage, voire la réutilisation des matériaux. Voilà, encore une série d'autres facteurs importants comme le manque d'incitatifs au niveau de la conception fin de vie, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. On réfléchit de plus en plus aujourd'hui dans la conception des matériaux à la fin de vie du matériau et la possibilité de lui donner une nouvelle vie, donc de l'intégrer dans un nouveau cycle de vie. Et donc, récemment, ici, je suis tombé il y a un mois sur un document qui a été édité par le Joint Research Center de l'Union européenne et qui donnait une série de recommandations pour la valorisation, augmenter le taux de recyclage des matériaux, en particulier des granulats, dans le domaine de la construction. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous les partager. Donc, il y a une dizaine de recommandations. Vous avez la référence du document si vous voulez en savoir plus et entrer dans les détails. Il faut associer les autorités publiques. Il faut qu'elles soient conscientes du fait que
c'est pas simplement une activité où on veut faire du business et du profit, c'est une intégration, une activité qui s'intègre dans un environnement sociétal important. Et il faut aussi que les autorités publiques soient conscientes qu'il faut soutenir cette activité, il faut soutenir cette économie circulaire, il faut soutenir le recyclage, la réutilisation, etc. Par exemple, en interdisant le stockage dans des centres d'enfouissement. Alors, c'est bien ici, puisque c'est déjà une réalité au niveau de la région wallonne, mais quand on travaille dans des projets européens, on se rend compte, par exemple, qu'en France, ce n'est pas du tout interdit de stocker des déchets inertes dans un trou. Un autre facteur qui est un facteur important au niveau et une recommandation importante, c'est de créer un marché. Parce que c'est bien de recycler des matériaux, c'est bien de développer des techniques qui vont faciliter le recyclage, qui vont purifier quelque part les produits que l'on veut recycler. Les techniques, de nouveau, elles existent, ou pour la plupart, on connaît beaucoup on a beaucoup de techniques à sa disposition pour pouvoir le faire, mais il faut aussi qu'il y ait un marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande. Et donc, cette demande, parfois, il faut la créer. Je ne suis pas un interventionniste hors pair, mais imposer des taux de recyclage de matériaux dans des cahiers des charges ou des choses comme ça, ça peut en tout cas amorcer la pompe pour que une expérience se crée aussi au travers de l'utilisation de ces matériaux recyclés, parce que très souvent, on est aussi dans un réglementarisme un peu obtus où on n'utilise pas des matériaux parce qu'il n'y a pas de règlement, mais on ne va pas créer de règlement puisqu'on ne les utilise pas. Et donc, il faut aussi sortir de ce cercle qui est tout sauf vertueux, en tentant, en réalisant des expériences. Et je crois que c'est le bon moment parce que les contacts que je peux avoir avec le service public de Wallonie, je ne sais pas s'il y a des personnes ici du SPW, mais je pense qu'il y a une demande. Il y a vraiment une demande par rapport à des expériences nouvelles et il y a des personnes audacieuses au niveau du service public de Wallonie pour réaliser ça. Voilà, légiférer pour faire appliquer la politique et inspecter et surtout mettre sur pied des systèmes qui vont garantir la qualité des matériaux. Hein, on l'a. Ah oui, là, je ne sais pas. Le système Merci, restez debout. De certification CO2+, par exemple, sur les granulats recyclés, mais ça va dans le bon sens puisque c'est le principe de la sortie du statut déchet, puisqu'aujourd'hui, on va parler de ressources secondaires et non plus de déchets. C'est très positif d'un point de vue général, hein, de se dire c'est une vision plus positive, mais ça doit se traduire aussi, évidemment, dans les faits. Voilà, et quelques autres recommandations. Je ne peux qu'insister sur une recommandation que je soutiens pleinement, c'est la formation. On doit être formé aussi aux risques, aux capacités d'utilisation de matériaux recyclés. Donc, on a créé un MOOC à l'université qui s'appelle Construire recycler, dans lequel on envisage toute une série de matériaux, de déchets, de voir un petit peu quelles sont les conditions de recyclage et les possibilités de recyclage. Et puis, continuer à développer des méthodes efficaces de tri, de préparation de ces matériaux pour qu'ils puissent être réutilisés et valorisés facilement dans une série d'applications et des applications nouvelles qui sont des applications en upcycling, c'est-à-dire en valorisant vraiment la matière et au niveau évidemment de la réduction, de concevoir, on l'a déjà dit, des bâtiments qui sont capables d'être déconstruits et démontés le plus facilement possible. Bien, donc voilà, en guise de conclusion, une série d'éléments, excusez-moi, j'ai oublié de traduire ça en français. Il y a toute une série de conditions que je viens de vous présenter, il y en a encore d'autres, hein, il faut lire attentivement ces 10 recommandations, mais disons que tout est prêt quelque part dans un centre qui va permettre le long d'une voie d'eau de travailler sur la valorisation et d'échanger ces matériaux pour que les déchets de l'un deviennent des matières intéressantes pour l'autre, un maillage géographique suffisamment dense que pour limiter les coûts de transport, travailler
en bonne harmonie avec, avec l'administration pour tout ce qui concerne la législation, etc. Et travailler aussi d'un point de vue sociologique sur l'acceptabilité des matériaux. Je pense que c'est quelques éléments importants à mettre en œuvre. Pour terminer, juste quelques vues de réalisation qui ont été faites avec des matériaux recyclés. Donc, on est capable de fabriquer des blocs avec 100% de granulats recyclés. On est capable de réaliser en impression 3D. Vous avez un banc là-bas, hein, c'est un banc réel, hein. C'est pas une image, avec des sables recyclés, 100% de sable recyclé par impression 3D, et vous auriez pu voir aussi. Voilà. Ici, c'est un parcours parc qu'on a construit avec une société de la région, donc c'est en ville de Serein. Tous ces éléments sont fabriqués avec des matériaux recyclés et même avec du ciment qui a été fabriqué à partir de déchets de construction, sans oublier tout ce qui est matériaux évidemment biosourcés qui va aussi contribuer à alléger la facture CO2. Voilà, je vous remercie. Merci.